post-Ebola. Comment relancer l'économie post-Ebola? Le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers planchent sur la question à Conakry. Le bitumage de la voirie interurbaine entre Kissidougou et Guékédou avance. 53 km seront revêtus afin de faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. À Koba, les paysans se réjouissent de la construction des digues autour de leurs champs rizicoles. Ces digues permettront aux cultivateurs de protéger leurs champs de l'eau de mer provoquée par l'érosion. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce journal. C'est un grand ami de la Guinée qui vient de faire ses valises. Armut Crosser est resté 4 ans à Conakry. Il était l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Guinée. Ce matin, il est venu présenter ses adieux au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Compte rendu Ibrahima Keïta, Baba Kouyaté. Après 4 années de service en Guinée, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne fait ses adieux au président de la République, professeur Alpha Condé, au palais Sékou Touréa. Un moment plein d'émotion pour Armut Crosser qui, durant 4 ans, a contribué au renforcement des liens de coopération entre Conakry et Berlin. Le diplomate allemand s'est félicité des avancées significatives obtenues sur le plan politique, social et économique en Guinée. C'est là, malgré le virus Ebola qui freine le développement engagé par le professeur Alpha Condé. Avec l'arrivée de Ebola qui a vraiment empêché beaucoup de développement ici dans le pays, notre gouvernement a ajouté encore une fois un montant considérable. C'était il y a 10 jours qu'il y avait une délégation venant de l'Allemagne qui a annoncé le montant de 42 millions d'euros pour les prochaines 2 années. Ça veut dire pour 2015 et 2016. Depuis plus de 50 ans, la Guinée et la République fédérale d'Allemagne entretiennent de bonnes relations bilatérales. Il y a 1 an, les 2 pays ont signé un accord de protection et de promotion mutuelle des investissements. Le diplomate allemand quitte la Guinée dans l'espoir de contribuer au renforcement des liens d'amitié dans tous les domaines, surtout le secteur éducatif. Et je voudrais bien souhaiter pour l'avenir qu'il y aura plus de jeunes bien éduqués au sein de l'université qui sont capables de augmenter leurs connaissances en langue étrangère, notamment en allemand, pour profiter des bourses qui sont disponibles en Allemagne, parce que ce sont des bourses universitaires qui rendent possible un échange scientifique et économique, parce que tous les partenaires qui ont fait des études en Allemagne, ce sont des proches amis, et il faut avoir une nouvelle génération qui profite des chances de l'échange économique et universitaire scientifique avec l'Europe et notamment avec l'Allemagne comme le premier partenaire en Europe. Ça, c'est ma promesse et ça, c'est mon désir. Ebola, on parle du plan de relance économique post-épidémie. Le Premier ministre Mohamed Seyd Fofana lance les travaux de concertation entre le gouvernement et ses partenaires. Une rencontre qui se tient à quelques semaines de la conférence sur le financement post-Ebola à New York. Ce cadre de dialogue, deuxième du genre, s'inscrit dans la dynamique de mobilisation collective. Le point avec Ousmane Bangoura. Pour une stratégie de relance socio-économique post-Ebola, la Guinée et ses partenaires se mobilisent autour d'un thème: la mobilisation des acteurs pour la mise en œuvre du plan d'action prioritaire post-Ebola. Cette concertation entre le gouvernement et les partenaires bi- et multilatéraux s'inscrit dans la dynamique de mobilisation collective entre les acteurs techniques et financiers pour un partage des points de vue sur les voies les plus indiquées pour satisfaire aux besoins pressants de la population. Sur l'initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, le gouvernement a élaboré une stratégie de relance socio-économique post-Ebola pour apporter une réponse à la crise sanitaire et socio-économique que notre pays traverse depuis plus d'1 an. Elle a été possible grâce à l'appui technique et financier des partenaires et la contribution de tous les acteurs de la vie socio-économique nationale. Je reste persuadé que la communauté internationale est sensible à l'effrayable crise que le pays a vécue et est prête à l'accompagner pour sa relance. Je réitère notre solidarité avec la Guinée et les Guinéens.
je reste confiant quant à la capacité du pays à surmonter la difficile épreuve qu'il traverse depuis mars 2014 du fait de l'épidémie d'Ebola. Le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana a invité le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances et la coordinatrice du système des Nations Unies à œuvrer dans le sens de l'amélioration qualitative de ce plan de mobilisation prioritaire. On peut retenir que cette réunion a atteint ses objectifs principaux. Nous étions assignés comme objectif de redynamiser le cadre de concertation que nous avons mis en place depuis octobre 2014 entre nous et nos partenaires financiers. Donc nous nous sommes mis d'accord qu'il faut réactiver ce cadre de concertation en fixant un chronogramme d'activité, en restructurant les groupes thématiques qui ont été proposés pour que les questions puissent être débattues de façon sereine. Alors nous allons aussi veiller à renforcer les capacités institutionnelles de toutes les structures d'appui qui vont animer ce cadre de concertation. Je crois que le gouvernement et les partenaires sont tombés d'accord sur ça. Et c'est une très bonne chose. Alors la seconde aussi, c'était d'obtenir leur appui quant au financement, à la mobilisation des ressources et au financement de la stratégie post-Ebola que le gouvernement a mise au point. Alors là aussi, les réactions ont été très positives. Notre souhait est que chacun des acteurs, et eux et nous, travaillent pour mobiliser suffisamment de ressources pour que ce plan puisse être financé, en leur prenant l'engagement que pour ce qui le concerne, le gouvernement guinéen fera sa part d'effort. Non seulement en travaillant sur les ressources intérieures de l'État ici, mais aussi et surtout dans le cadre de la gestion et de l'appropriation nationale. Il faut à la fois financer les activités de relance de l'économie, mais aussi les activités de résilience post-Ebola. Alors ces messages, nous souhaitons que nos partenaires les relaient auprès de leur état-major, mais aussi et surtout travaillent à renforcer les capacités institutionnelles de l'administration pour une meilleure exécution des dépenses publiques, qui est actuellement très faible. Ce cadre de dialogue et de concertation devrait permettre au gouvernement et ses partenaires à faire preuve de pragmatisme pour la création des conditions favorables à la réalisation de ce plan. Tenu à Conakry de la session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union du fleuve Mano, l'objectif est d'examiner puis d'adopter le budget de 2015. Les délégations des 4 pays sont au rendez-vous de Conakry, appelées par le secrétariat exécutif de l'organisme, nous dit Ramatoulaye Touré. Cette rencontre de 2 jours permet aux participants des pays touchés par Ebola plus la Côte d'Ivoire d'examiner et valider le programme sous-régional de lutte contre cette maladie. Une stratégie de mobilisation des ressources est définie pour relancer les économies après Ebola. Cette démarche a été commencée par le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement et a fini avec la réunion de Washington. Afin d'assurer le processus de planification stratégique inclusive, le secrétariat a facilité l'implication des autres acteurs clés dans l'élaboration du programme sous-régional. Nous espérons que le programme qui va vous être présenté permettra d'avoir une idée claire de ce qu'il y a. Les besoins de financement indicatifs du programme sous-régional pour la relance seront présentés et approuvés lors de cette réunion afin de permettre une mobilisation de ressources effectives à New York. La présente session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union du fleuve Mano fait aussi suite à celle tenue à Conakry en février dernier. Pour le gouvernement guinéen, ces différentes rencontres s'inscrivent dans le cadre de la relance des voies et moyens pour éradiquer le virus Ebola en Guinée, en Sierra Leone et après le Libéria. Cette rencontre a été initiée par nos chefs d'État. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sommet de haut niveau qui va être organisé à New York sur le financement des plans de relance et de résilience post-Ebola. Et les chefs d'État ne voudraient pas aller là-bas sans se concerter, sans avoir une position commune. Donc aujourd'hui, ce n'est pas question de discours. Il faut que cette réunion soit très pratique et très pragmatique. Les conclusions de vos travaux permettront de valider le programme sous-régional de relance socio-économique de nos États en le mettant en cohérence avec les programmes nationaux
ainsi que les mécanismes financiers et institutionnels de mise en œuvre. La présence de ces pays touchés par Ebola plus la Côte d'Ivoire dans les différentes rencontres témoigne de l'intérêt que nos États accordent au processus d'intégration de la sous-région ouest africaine. Lancement ce matin du projet Partenaire pour la sécurité en Guinée, une police au service des citoyens. L'initiative est du ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour répondre efficacement aux défis de sécurité que connaît notre pays. Le projet est financé par les États-Unis d'Amérique. Compte rendu, Safiatou Kondé. La police nationale est constituée d'agents commis à la protection des personnes et des biens. Elle est au cœur du système démocratique guinéen. Sa mission est de jouer un rôle plus préventif que répressif. Elle renforce l'état de droit dans le pays. Pour mener à bien cette mission, le gouvernement américain appuie la réforme du secteur de la sécurité en finançant le projet Partenaire pour la sécurité en Guinée, la réforme de la police au service des citoyens. Nous sommes venus pour résoudre cette question et c'est très important chez nous aux États-Unis, c'est la bonne relation entre les citoyens et la police. Sans cette bonne relation, il y aura de l'ordre public, il n'y a pas de savary. Notre objectif est de faire un partenariat avec la police et particulièrement avec l'Académie nationale de la police à Conakry pour aider avec la formation de nouveaux policiers sur cette question de comment est-ce qu'ils peuvent garantir la sécurité des Guinéens en partenariat avec les citoyens. Faire de la police guinéenne une police professionnelle et proche des citoyens, Agathe Lélé, conseillère technique présente en Guinée pour apporter l'expérience camerounaise à cette mission. Après les autres communes, ce sont celles de Dixine et Kaloum qui bénéficient d'une école nationale de la police. Depuis 2010, la réforme du secteur de la sécurité est en route. L'objectif, c'est d'obtenir des forces de sécurité républicaines soumises à l'autorité civile élue, professionnelles, donc compétentes, et qui soient là au service de la paix, au service de la consolidation de l'ordre. C'est par cette signature de protocole d'accord que le projet Partenaire pour la sécurité en Guinée, la réforme de la police au service des citoyens a été lancé. Entre autres objets de cette école, la mise en place d'une initiative appelée policiers référents dans les collèges et lycées pour promouvoir le dialogue entre les jeunes et la police. Fin des travaux de l'atelier de formation des députés et du personnel parlementaire. La rencontre qui s'est tenue à Kindia a permis un échange d'expériences entre les élus du peuple sur les procédures législatives, entre autres. La démarche vise à mieux préparer les participants à faire une visite de terrain au sein des forces de défense et de sécurité. La synthèse avec Robert Siditono. Des députés et le personnel parlementaire partent satisfaits de l'atelier de Kindia. Les débats ont porté sur le contrôle parlementaire et sur les procédures législatives. L'initiative vise à mieux préparer les participants aux prochaines visites et contrôles de terrain, notamment au sein des forces de défense et de sécurité, mais aussi dans les zones minières. Je sais maintenant que je suis devenue une vraie députée, une grande députée qui est capable d'aller discuter partout. Partout il y a conflit. Partout il y a des problèmes. Grande satisfaction que je tire de cet atelier, quand c'est un agent des forces de l'ordre qui me ramène à l'ordre par rapport au respect de la loi. C'est une démarche de l'Assemblée nationale en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement et le Haut Commissariat des droits de l'homme. Cet engagement ne s'est pas matérialisé aujourd'hui. Il y a eu des activités précédentes. Et pour les activités à venir, nous allons soutenir les membres de cette jeune assemblée, notamment les députés, aller sur le terrain, à rencontrer les autorités régionales, à rencontrer notamment les populations pour savoir si effectivement l'action gouvernementale, notamment, est effective sur le terrain. L'une des préoccupations essentielles du président et de son bureau a été de privilégier la formation et le perfectionnement. Parce que nous avons eu à l'Assemblée des députés qui n'avaient aucune expérience parlementaire, d'où un certain nombre de perfectionnements à leur égard pour mieux les outiller afin de leur permettre d'accomplir avec dignité mais avec beaucoup d'efficacité les 3 fonctions essentielles dont ils ont été investis par le peuple de Guinée. Au terme des travaux, 4 groupes ont été constitués.
Ils auront pour mission, les prochains jours, identifier les préoccupations au sein des forces de défense et de sécurité dans tout le pays. Plus que quelques mois avant la fin des travaux de bitumage de la voirie interurbaine entre Kissidougou et Guékédou, 53 km seront revêtus afin de faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Récemment, le ministre des Travaux publics était sur le terrain pour évaluer le niveau de réalisation de cette route. Reportage, Mikini Moussa Kamara, Mamasta Kamara. La route qui relie Kissidougou à Guékédou était l'une des routes interurbaines les plus dégradées du pays. Le ministre des Travaux publics vient de se rendre sur le chantier pour constater l'évolution des travaux de bitumage lancés depuis juin 2014 par le chef de l'État. Je viens de terminer une réunion avec l'ensemble des travailleurs, à savoir il y a des règles sur le chantier. De Satom à moi, ce qui est important, c'est le respect des normes de construction, c'est le respect de la qualité du travail, c'est le respect du délai contractuel. Des travailleurs à Satom, c'est de la discipline. Il ne faut pas voler, il ne faut pas casser les véhicules ou casser les engins, il ne faut pas faire des histoires. Et je viens de bénéficier de l'engagement de tous les travailleurs à accompagner Satom dans ce sens. Nous travaillons essentiellement sur les 30 premiers kilomètres. Nous avons démarré les travaux à partir de Kissidougou en descendant vers Guékédou. Les travaux de terrassement sont en cours à la sortie de Guékédou. Nous avons également démarré les travaux de préparation des 8 ponts qui sont à reconstruire. Les travaux d'assainissement de Dalo sont également en cours et tout ceci va monter en cadence dans les prochains jours malgré les pluies, parce que l'objectif est de livrer ce chantier avant la prochaine saison des pluies. Plus de 400 agents sont déjà déployés sur le terrain pour le revêtement de 53 km entre ces deux préfectures. Il faut reconnaître que moi j'ai la tradition de travailler avec l'entreprise Satom depuis plus de 20 ans. Il faut reconnaître que c'est une entreprise digne de confiance, digne de tout ce que nous avons comme attente, tout ce que le président de la République attend des travaux publics. Il faut reconnaître que le chantier en cours actuellement, Kissidougou-Guékédou, se passe dans les conditions telles que prévues dans les cahiers de charges. C'est l'entreprise française Sogea Satom qui exécute ces travaux. Ce méga projet est le fruit de la coopération entre la Guinée et l'Union européenne. À Cancan, les chantiers à réaliser pour les festivités du 2 octobre prochain sont effectivement lancés. Des chantiers qui poussent à l'image de la résidence du gouverneur de la région. C'est dans le cadre de la construction des nouvelles infrastructures que doit afficher le 57e anniversaire de l'indépendance nationale. Fodé Bangali Fofana. La construction de la résidence du gouverneur de la région, c'est l'un des chantiers ouverts ici dans le cadre de la réalisation des infrastructures marquant l'an 57 de l'indépendance de notre pays, fête prévue cette année dans la savane guinéenne. À 2 mois déjà de travaux, tel est le visage qu'affichent la plupart des chantiers. À ce jour, les travaux de ce chantier de construction de la résidence du gouverneur de la région sont estimés à 45% d'avancement. C'est l'entreprise Nafadjama Construction qui exécute les travaux sous la supervision de la mission de contrôle technique d'INA. Nous suivons, toutes les étapes sont soumises au bureau de contrôle qui accepte et qui ordonne l'exécution. Donc il ne peut pas avoir de raté. Tout ce qui doit être fait dans les règles de l'art, c'est ce qu'on exige à l'entreprise. Donc il ne peut pas avoir de vices cachés, parce qu'on travaille de terre, on suit toutes les opérations. À ce jour, on a tous les petits ouvrages, c'est-à-dire les petits bâtiments pavillonnaires sont déjà finis. Nous sommes au niveau crépissage. Le grand bâtiment R+1, dans les coulées, nous sommes sur l'élévation de l'étage. Exécuter ces travaux dans les règles de l'art et les terminer dans le délai contractuel, c'est le grand défi que toutes les entreprises engagées souhaitent relever. Pour moi, c'est un défi à relever, dans la mesure où j'ai eu un triple privilège. Le privilège d'avoir le marché avec l'État, le privilège d'avoir à construire la résidence du gouverneur qui est la personnalité de la région, et le privilège du fait que c'est dans mon chantier qu'il y a eu l'implantation, la pose de la première pierre de tous les chantiers de la région.
Le financement, bien qu'assuré par le budget national de développement BND, ces travaux sont préfinancés au démarrage par toutes les entreprises engagées à hauteur de 50%. Suite des travaux du dialogue politique entre l'opposition et la mouvance, la question préjudicielle a déjà été abordée. Le remaniement du chronogramme des communales et communautaires est acquis. La CENI accepte de revoir le calendrier. Les deux parties discutent désormais des modalités de son application. Nous y reviendrons avec Kamara Bouakar. Et puis à Koba, les paysans se réjouissent du lancement des travaux de construction des digues autour de leurs champs rizicoles. La construction de ces digues pourra permettre aux cultivateurs de protéger leurs champs de l'eau de mer provoquée par l'érosion. Ce projet est financé par le Fonds mondial pour l'environnement. Les précisions avec Rose Poutio. Nous sommes dans les plaines de Kitikata à Koba, sous-préfecture de Bofa. Ici, la culture du riz est une priorité pour les paysans. Bientôt la semence. Et déjà, Aboubakar Souma, père de 20 enfants, s'inquiète de l'évolution du niveau de la mer qui constitue chaque année un handicap pour la récolte du riz. Nous avons beaucoup de difficultés, surtout le problème de semences, de l'eau de mer qui s'infiltre toujours dans nos champs. Pour répondre aux soucis des paysans, le ministère de l'Environnement, avec l'appui du FEM, Fonds mondial pour l'environnement, lance le projet de renforcement de la résilience et l'adaptation au changement climatique des zones côtières vulnérables. Le projet prévoit la construction et le renforcement des digues en hauteur et en largeur. À partir du constat sur le changement climatique, cette zone a été répertoriée comme l'une des zones les plus sensibles, les plus vulnérables face à l'élévation du niveau de la mer et face au déversement des eaux de mer. La Convention cadre des Nations Unies a recommandé la mise en place d'un fonds. C'est le Fonds pour l'environnement mondial qu'on appelle communément le FEM et qui subventionne ces pays les moins avancés. Et ce pays les va augmenter en faveur des communautés les plus vulnérables. C'est pourquoi, dans l'application du plan d'action national d'adaptation au changement climatique de la Guinée, ce projet a été le premier projet à être financé. Le projet a été le premier financé parce que il y a eu l'élévation du niveau de la mer, la perturbation climatique, l'élévation de la température et la hausse de phénomènes extrêmes. Un projet qui réjouit de nombreux paysans de la zone. Nous sommes heureux pour ce projet. La construction de ces digues va nous apporter beaucoup de bonheur. Sur 150 hectares environ, les plaines de riziculture de Kitikata sont toujours frappées par l'érosion. Un fait provoqué selon les spécialistes de l'environnement par la coupe abusive du bois et la construction anarchique des bordures de mer. En 2010, le projet avait reboisé ces bordures pour empêcher l'eau de mer de s'infiltrer dans les champs de riz. Mais un reboisement qui avait réussi à 50%. D'autres activités rémunératrices avaient été aussi créées pour permettre aux cultivateurs d'arrêter la coupe abusive du bois, un fait encore loin d'être effectif sur le terrain. Le projet des filets sociaux Afria, les travailleurs viennent de percevoir leurs primes. Une initiative du chef de l'État pour venir en aide aux jeunes et femmes de la préfecture. Les frais ont été remis aux bénéficiaires par le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Moustapha Naïté. Reportage Alia Kamara. Les 1500 bénéficiaires reçoivent chacun 1 050 000 francs guinéens. Ils ont mené pendant un mois une vaste campagne d'assainissement des artères de la ville de Fria. L'opération s'inscrit dans le cadre du projet Les filets sociaux productifs, une façon pour les 10 quartiers de la commune rurale de s'impliquer effectivement dans ce projet de développement. Je peux dire les Friakas, je suis patienté, Dieu est là. On souhaite encore que Fria évolue. Pour cette première phase, 2 couches sociales étaient concernées, les veuves et les jeunes. Un signal envoyé par les autorités du ministère de la Jeunesse pour pousser les populations de Fria à croire et à espérer. Pour qu'un pays se développe, pour qu'un pays continue, il faut que sa jeunesse soit une jeunesse brave,
une jeunesse qui puisse vivre dans l'espérance. Nous savons que le projet filets sociaux ne va pas résoudre tous les problèmes de Fria, mais nous osons croire que c'est un début d'espoir. Nous osons croire que les jeunes de Fria qui sont bénéficiaires de ce projet aujourd'hui comprendront la portée de ce projet et utiliseront à bon escient les petits sous ou les sous qu'ils auront à travers ce projet. À la résidence du Sotikemo de la ville, l'initiative est favorablement accueillie. Les doyennes de Fria plaident pour que d'autres projets de développement soient orientés vers la localité. Je reviens sur cet élément. Suite des travaux du dialogue politique entre l'opposition et la mouvance, la question préjudicielle a déjà été abordée. Le remaniement du chronogramme des communales et communautaires est acquis. La CENI accepte de revoir le calendrier. Les deux parties discutent des points de sortie de crise. Kamara Boubacar. La quatrième journée du dialogue interguinéen est déterminante. Position renforcée par son chef de file. Depuis l'ouverture de ce dialogue, c'est la première fois que Cellou Dalein Diallo prend part au débat. L'enjeu du jour est la publication par la CENI de l'acte d'annulation du calendrier de l'élection communale. Effectivement, la CENI a confirmé son acceptation de la requête et a donc pris la décision d'annuler effectivement purement et simplement ce chronogramme que nous avons appelé le chronogramme de la discorde et qui est à la base de la grave crise que traverse notre pays ces derniers mois. Donc ceci étant réglé, nous avons donc accepté d'engager le débat sur le fond à partir d'un ordre du jour consensuel déjà adopté. La question préjudicielle évacuée dans le consensus, les 9 points inscrits à ce dialogue sont entamés. Mais dans les débats, la mouvance veille au respect des principes de loi. Le premier ordre du jour, c'était les délégations spéciales qui ont fait couler tant de salive et d'encre. Et vous les avez, chacun d'entre vous a entendu combien de fois, au moins 1000 fois, parler de cette délégation spéciale. Alors tout de suite on dit non, les délégations spéciales ne sont pas importantes, c'est plutôt les élections communales. Bon, demain, la CENI sera là. Nos camarades de l'opposition ont certainement des propositions à nous faire pour l'organisation des élections communales. Nonobstant tous les obstacles juridiques, tous les obstacles techniques, tous les obstacles financiers. Mais j'ai dit clairement aux uns et aux autres, en tant que députés et de surcroît président du groupe parlementaire, nous n'accepterons pour ne rien au monde de piétiner la loi et de faire le travail de l'Assemblée nationale qu'ils ont délibérément quitté pour faire les lois dans un forum. Les échanges tendus autour de l'illégalité ou pas des délégations spéciales n'entament en rien la sérénité des débats. La présidence du cadre du dialogue est plutôt confiante. Il y a eu quelques difficultés, il y a eu quelques points de vue divergents, mais demain nous allons commencer la journée avec le calendrier électoral. Nous reviendrons également sur les délégations spéciales. Je vous assure que les choses bougent, les choses avancent et on arrivera à boucler ça dans les jours à venir. Dans les rangs de l'opposition, comme de la mouvance, la confiance est rétablie. Les idées et propositions vont dans le sens d'une sortie de crise politique. À Mali-Yembéren, les jeunes n'ont plus besoin d'aller à l'AB pour s'initier à l'informatique. Leur centre informatique vient d'être équipé de 10 panneaux solaires et de 16 batteries. C'est un financement de l'ambassade d'Allemagne à hauteur de 90 millions de francs guinéens. Reportage Makali Souma. Ce centre de formation informatique de Mali-Yembéren a été équipé en ordinateur grâce aux ressortissants vivant à l'extérieur. Mais l'électricité fournie pour son fonctionnement provient des 10 panneaux solaires et des 16 batteries qui ont été, eux, octroyés à la jeunesse de Yembéren grâce à la avec les programmes nationaux ainsi que les mécanismes financiers et institutionnels de mise en œuvre. La présence de ces pays touchés par Ebola plus la Côte d'Ivoire dans les différentes rencontres témoigne de l'intérêt que nos États accordent au processus d'intégration de la sous-région ouest africaine. Lancement ce matin du projet Partenaire pour la sécurité en Guinée, une police au service des citoyens. L'initiative est du ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour répondre efficacement aux défis de sécurité que connaît notre pays.
Le projet est financé par les États-Unis d'Amérique. Compte rendu, Safiatou Kondé. La police nationale est constituée d'agents commis à la protection des personnes et des biens. Elle est au cœur du système démocratique guinéen. Sa mission est de jouer un rôle plus préventif que répressif. Elle renforce l'état de droit dans le pays. Pour mener à bien cette mission, le gouvernement américain appuie la réforme du secteur de la sécurité en finançant le projet Partenaire pour la sécurité en Guinée, la réforme de la police au service des citoyens. Nous sommes venus pour résoudre cette question et c'est très important chez nous aux États-Unis, c'est la bonne relation entre les citoyens et la police. Sans cette bonne relation, il y aura d'ordre public, il n'y a pas de sabarie. Notre objectif est de faire un partenariat avec la police et particulièrement avec l'Académie nationale de la police à Conakry pour aider avec la formation de nouveaux policiers sur cette question de comment est-ce qu'ils peuvent garantir la sécurité des Guinéens en partenariat avec les citoyens. Faire de la police guinéenne une police professionnelle et proche des citoyens, Agathe Lélé, conseillère technique, est présente en Guinée pour apporter l'expérience camerounaise à cette mission. Après les autres communes, ce sont celles de Dixine et Kaloum qui bénéficient d'une école nationale de la police. Depuis 2010, la réforme du secteur de la sécurité est en route. L'objectif, c'est d'obtenir des forces de sécurité républicaines soumises à l'autorité civile, élue, professionnelle, donc compétente, et qui soient là au service de la paix, au service de la consolidation de l'ordre. C'est par cette signature de protocole d'accord que le projet Partenaire pour la sécurité en Guinée, la réforme de la police au service des citoyens, a été lancé. Entre autres objets de cette école, la mise en place d'une initiative appelée policiers référents dans les collèges et lycées pour promouvoir le dialogue entre les jeunes et la police. Fin des travaux de l'atelier de formation des députés et du personnel parlementaire. La rencontre qui s'est tenue à Kindia a permis un échange d'expériences entre les élus du peuple sur les procédures législatives, entre autres. La démarche vise à mieux préparer les participants à faire une visite de terrain au sein des forces de défense et de sécurité. La synthèse avec Robert Siditono. Des députés et le personnel parlementaire partent satisfaits de l'atelier de Kindia. Les débats ont porté sur le contrôle parlementaire et sur les procédures législatives. L'initiative vise à mieux préparer les participants aux prochaines visites et contrôles de terrain, notamment au sein des forces de défense et de sécurité, mais aussi dans les zones minières. Je sais maintenant que je suis devenue une vraie députée, une grande députée qui est capable d'aller discuter partout. Partout il y a conflit. Partout il y a des problèmes. Grande satisfaction que je tire de cet atelier, quand c'est un agent des forces de l'ordre qui me ramène à l'ordre par rapport au respect de la loi. C'est une démarche de l'Assemblée nationale en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement et le Haut Commissariat des droits de l'homme. Cet engagement ne s'est pas matérialisé aujourd'hui. Il y a eu des activités précédentes. Et pour les activités à venir, nous allons soutenir les membres de cette jeune assemblée, notamment les députés, aller sur le terrain, à rencontrer les autorités régionales, à rencontrer notamment les populations pour savoir si effectivement l'action gouvernementale, notamment, est effective sur le terrain. L'une des préoccupations essentielles du président et de son bureau a été de privilégier la formation et le perfectionnement. Parce que nous avons eu à l'Assemblée des députés qui n'avaient aucune expérience parlementaire, d'où un certain nombre de perfectionnements à leur égard pour mieux les outiller afin de leur permettre d'accomplir avec dignité mais avec beaucoup d'efficacité les trois fonctions essentielles dont ils ont été investis par le peuple de Guinée. Au terme des travaux, 4 groupes ont été constitués. Ils auront pour mission les prochains jours Suite des travaux du dialogue politique entre l'opposition et la mouvance, la question préjudicielle a déjà été abordée. Le remaniement du chronogramme des communales et communautaires est acquis. La CENI accepte de revoir le calendrier. Les deux parties discutent désormais des modalités de son application. Nous y reviendrons avec Kamara Bouakar.
Et puis à Koba, les paysans se réjouissent du lancement des travaux de construction des digues autour de leurs champs rizicoles. La construction de ces digues pourra permettre aux cultivateurs de protéger leurs champs de l'eau de mer provoquée par l'érosion. Ce projet est financé par le Fonds mondial pour l'environnement. Les précisions avec Rose Poutio. Nous sommes dans les plaines de Kitikata à Koba, sous-préfecture de Bofa. Ici, la culture du riz est une priorité pour les paysans. Bientôt la semence. Et déjà, Aboubakar Souma, père de 20 enfants, s'inquiète de l'évolution du niveau de la mer qui constitue chaque année un handicap pour la récolte du riz. Nous avons beaucoup de difficultés, surtout le problème de semences, de l'eau de mer qui s'infiltre toujours dans nos champs. Pour répondre aux soucis des paysans, le ministère de l'Environnement, avec l'appui du FEM, Fonds mondial pour l'environnement, lance le projet de renforcement de la résilience et l'adaptation au changement climatique des zones côtières vulnérables. Le projet prévoit la construction et le renforcement des digues en hauteur et en largeur. À partir du constat sur le changement climatique, cette zone a été répertoriée comme l'une des zones les plus sensibles, les plus vulnérables face à l'élévation du niveau de la mer et face au déversement des eaux de mer. La Convention cadre des Nations Unies a recommandé la mise en place d'un fonds. C'est le Fonds pour l'environnement mondial qu'on appelle communément le FEM et qui subventionne ces pays les moins avancés. Et ce pays les va commencer en faveur des communautés les plus vulnérables. C'est pourquoi avec, dans l'application du plan d'action national d'adaptation au changement climatique de la Guinée, ce projet a été le premier projet à être financé. Le projet a été le premier financé parce que il y a eu l'élévation du niveau de la mer, la perturbation climatique, l'élévation de la température et la hausse de phénomènes extrêmes. Un projet qui réjouit de nombreux paysans de la zone. Nous sommes heureux pour ce projet. La construction de ces digues va nous apporter beaucoup de bonheur. Sur 150 hectares environ, les plaines de riziculture de Kitikata sont toujours frappées par l'érosion. Un fait provoqué selon les spécialistes de l'environnement par la coupe abusive du bois et la construction anarchique des bordures de mer. En 2010, le projet avait reboisé ces bordures pour empêcher l'eau de mer de s'infiltrer dans les champs de riz. Mais un reboisement qui avait réussi à 50%. D'autres activités rémunératrices avaient été aussi créées pour permettre aux cultivateurs d'arrêter la coupe abusive du bois, un fait encore loin d'être effectif sur le terrain. Le projet des filets sociaux Afria, les travailleurs viennent de percevoir leurs primes. Une initiative du chef de l'État pour venir en aide aux jeunes et femmes de la préfecture. Les frais ont été remis aux bénéficiaires par le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Moustapha Naïté. Reportage Alia Kamara. Les 1500 bénéficiaires reçoivent chacun 1 050 000 francs guinéens. Ils ont mené pendant un mois une vaste campagne d'assainissement des artères de la ville de Fria. L'opération s'inscrit dans le cadre du projet Les filets sociaux productifs. Une façon pour les 10 quartiers de la commune rurale de s'impliquer effectivement dans ce projet de développement. Je peux dire les friacas de se patienter, Dieu est là. On souhaite encore que Fria évolue. Pour cette première phase, 2 couches sociales étaient concernées, les veuves et les jeunes. Un signal envoyé par les autorités du ministère de la Jeunesse pour pousser les populations de Fria à croire et à espérer. Pour qu'un pays se développe, pour qu'un pays continue, il faut que sa jeunesse soit une jeunesse brave, une jeunesse qui puisse vivre dans l'espérance. Nous savons que le projet Filets sociaux ne va pas résoudre tous les problèmes de Fria, mais nous osons croire que c'est un début d'espoir. Nous osons croire. L'économie post-Ebola. Comment relancer l'économie post-Ebola? Le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers planchent sur la question à Conakry.
Le bitumage de la voirie interurbaine entre Kissidougou et Guékédou avance. 53 km seront revêtus afin de faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. À Koba, les paysans se réjouissent de la construction des digues autour de leurs champs rizicoles. Ces digues permettront aux cultivateurs de protéger leurs champs de l'eau de mer provoquée par l'érosion. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce journal. C'est un grand ami de la Guinée qui vient de faire ses valises. Armoud Crosser est resté 4 ans à Conakry. Il était l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Guinée. Ce matin, il est venu présenter ses adieux au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Compte rendu Ibrahima Keïta, Baba Kouyaté. Après 4 années de service en Guinée, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne fait ses adieux au président de la République, professeur Alpha Condé, au palais Sékou Touré. Un moment plein d'émotion pour Armoud Crosser qui, durant 4 ans, a contribué au renforcement des liens de coopération entre Conakry et Berlin. Le diplomate allemand s'est félicité des avancées significatives obtenues sur le plan politique, social et économique en Guinée. C'est là, malgré le virus Ebola qui freine le développement engagé par le professeur Alpha Condé. Avec l'arrivée de Ebola qui a vraiment empêché beaucoup de développement ici dans le pays, notre gouvernement a ajouté encore une fois un montant considérable. C'était il y a 10 jours qu'il y avait une délégation venant de l'Allemagne qui a annoncé le montant de 42 millions d'euros pour les prochaines 2 années, ça veut dire pour 2015 et 2016. Depuis plus de 50 ans, la Guinée et la République fédérale d'Allemagne entretiennent de bonnes relations bilatérales. Il y a 1 an, les 2 pays ont signé un accord de protection et de promotion mutuelle des investissements. Le diplomate allemand quitte la Guinée dans l'espoir de contribuer au renforcement des liens d'amitié dans tous les domaines, surtout le secteur éducatif. Et je voudrais bien souhaiter pour l'avenir qu'il y aura plus de jeunes bien éduqués au sein de l'université qui sont capables de augmenter leurs connaissances en langue étrangère, notamment en allemand, pour profiter des bourses qui sont disponibles en Allemagne, parce que ce sont des bourses universitaires qui rendent possible un échange scientifique et économique, parce que tous les partenaires qui ont fait des études en Allemagne, ce sont des proches amis, et il faut avoir une nouvelle génération qui profite des chances de l'échange économique et universitaire scientifique avec l'Europe et notamment avec l'Allemagne comme le premier partenaire en Europe. Ça, c'est ma promesse et ça, c'est mon désir. Ebola, on parle du plan de relance économique post-épidémie. Le Premier ministre Mohamed Seyd Fofana lance les travaux de concertation entre le gouvernement et ses partenaires. Une rencontre qui se tient à quelques semaines de la conférence sur le financement post-Ebola à New York. Ce cadre de dialogue, deuxième du genre, s'inscrit dans la dynamique de mobilisation collective. Le point avec Ousmane Bangoura. Pour une stratégie de relance socio-économique post-Ebola, la Guinée et ses partenaires se mobilisent autour d'un thème: la mobilisation des acteurs pour la mise en œuvre du plan d'action prioritaire post-Ebola. Cette concertation entre le gouvernement et les partenaires bi- et multilatéraux s'inscrit dans la dynamique de mobilisation collective entre les acteurs techniques et financiers pour un partage des points de vue sur les voies les plus indiquées pour satisfaire aux besoins pressants de la population. Sur l'initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, le gouvernement a élaboré une stratégie de relance socio-économique post-Ebola pour apporter une réponse à la crise sanitaire et socio-économique que notre pays traverse depuis plus d'1 an. Elle a été possible grâce à l'appui technique et financier des partenaires et la contribution de tous les acteurs de la vie socio-économique nationale. Je reste persuadé que la communauté internationale est sensible à l'effrayable crise que le pays a vécue et est prête à l'accompagner pour sa relance. Je réitère notre solidarité avec la Guinée et les Guinéens. Je reste confiant quant à la capacité du pays à surmonter la difficile épreuve qu'il traverse depuis mars 2014
du fait de l'épidémie d'Ebola. Le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana a invité le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances et la coordinatrice du système des Nations Unies à œuvrer dans le sens de l'amélioration qualitative de ce plan de mobilisation prioritaire. On peut retenir que cette réunion a atteint ses objectifs principaux. Nous nous étions assignés comme objectif de redynamiser le cadre de concertation que nous avons mis en place depuis octobre 2014 entre nous et nos partenaires financiers. Donc nous nous sommes mis d'accord qu'il faut réactiver ce cadre de concertation en fixant un chronogramme d'activité, en restructurant les groupes thématiques qui ont été proposés pour que les questions puissent être débattues de façon sereine. Alors nous allons aussi veiller à renforcer les capacités institutionnelles de toutes les structures d'appui qui vont animer ce cadre de concertation. Je crois que le gouvernement et les partenaires sont tombés d'accord sur ça. Et c'est une très bonne chose. Alors la seconde aussi, c'était d'obtenir leur appui quant au financement, à la mobilisation des ressources et au financement de la stratégie post-Ebola que le gouvernement a mise au point. Alors là aussi, les réactions ont été très positives. Notre souhait est que chacun des acteurs, et eux et nous, travaillent pour mobiliser suffisamment de ressources pour que ce plan puisse être financé, en leur prenant l'engagement que pour ce qui le concerne, le gouvernement guinéen fera sa part d'effort. Non seulement en travaillant sur les ressources intérieures de l'État ici, mais aussi et surtout dans le cadre de la gestion et de l'appropriation nationale. Il faut à la fois financer les activités de relance de l'économie, mais aussi les activités de résilience post-Ebola. Alors ces messages, nous souhaitons que nos partenaires les relaient auprès de leur état-major, mais aussi et surtout travaillent à renforcer les capacités institutionnelles de l'administration pour une meilleure exécution des dépenses publiques, qui est actuellement très faible. Ce cadre de dialogue et de concertation devrait permettre au gouvernement et ses partenaires à faire preuve de pragmatisme pour la création des conditions favorables à la réalisation de ce plan. Tenue à Conakry de la session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union du fleuve Mano, l'objectif est d'examiner puis d'adopter le budget de 2015. Les délégations des 4 pays sont au rendez-vous de Conakry, appelées par le secrétariat exécutif de l'organisme, nous dit Ramatoulaye Touré. Cette rencontre de 2 jours permet aux participants des pays touchés par Ebola plus la Côte d'Ivoire d'examiner et valider le programme sous-régional de lutte contre cette maladie. Une stratégie de mobilisation des ressources est définie pour relancer les économies après Ebola. Cette démarche a été commencée par le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement et a fini avec la réunion de Washington. Afin d'assurer le processus de planification stratégique inclusive, le secrétariat a facilité l'implication des autres acteurs clés dans l'élaboration du programme sous-régional. Nous espérons que le programme qui va vous être présenté permettra d'avoir une idée claire de ce qu'il y a. Les besoins de financement indicatifs du programme sous-régional pour la relance seront présentés et approuvés lors de cette réunion afin de permettre une mobilisation de ressources effectives à New York. La présente session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union du fleuve Mano fait aussi suite à celle tenue à Conakry en février dernier. Pour le gouvernement guinéen, ces différentes rencontres s'inscrivent dans le cadre de la relance des voies et moyens pour éradiquer le virus Ebola en Guinée, en Sierra Leone et après le Libéria. Cette rencontre a été initiée par nos chefs d'État. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sommet de haut niveau qui va être organisé à New York sur le financement des plans de relance et de résilience post-Ebola. Et les chefs d'État ne voudraient pas aller là-bas sans se concerter, sans avoir une position commune. Donc aujourd'hui, ce n'est pas question de discours. Il faut que cette réunion soit très pratique et très pragmatique. Les conclusions de vos travaux permettront de valider le programme sous-régional de relance socio-économique de nos États en le mettant en cohérence. Identifier les préoccupations au sein des forces de défense et de sécurité dans tout le pays.
Plus que quelques mois avant la fin des travaux de bitumage de la voirie interurbaine entre Kissidougou et Guékédou, 53 km seront revêtus afin de faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Récemment, le ministre des Travaux publics était sur le terrain pour évaluer le niveau de réalisation de cette route. Reportage, Mikine Moussa Kamara, Mamasta Kamara. La route qui relie Kissidougou à Guékédou était l'une des routes interurbaines les plus dégradées du pays. Le ministre des Travaux publics vient de se rendre sur le chantier pour constater l'évolution des travaux de bitumage lancés depuis juin 2014 par le chef de l'État. Je viens de terminer une réunion avec l'ensemble des travailleurs, à savoir il y a des règles sur le chantier. De Satom à moi, ce qui est important, c'est le respect des normes de construction, c'est le respect de la qualité du travail, c'est le respect du délai contractuel. Des travailleurs à Satom, c'est de la discipline. Il ne faut pas voler, il ne faut pas casser les véhicules ou casser les engins, il ne faut pas faire des histoires. Et je viens de bénéficier de l'engagement de tous les travailleurs à accompagner Satom dans ce sens. Nous travaillons essentiellement sur les 30 premiers kilomètres. Nous avons démarré les travaux à partir de Kissidougou en descendant vers Guékédou. Les travaux de terrassement sont en cours à la sortie de Guékédou. Nous avons également démarré les travaux de préparation des 8 ponts qui sont à reconstruire. Les travaux d'assainissement de Dalo sont également en cours et tout ceci va monter en cadence dans les prochains jours malgré les pluies, parce que l'objectif est de livrer ce chantier avant la prochaine saison des pluies. Plus de 400 agents sont déjà déployés sur le terrain pour le revêtement de 53 km entre ces deux préfectures. Il faut reconnaître que moi j'ai la tradition de travailler avec l'entreprise Satom depuis plus de 20 ans. Il faut reconnaître que c'est une entreprise digne de confiance, digne de tout ce que nous avons comme attente, tout ce que le président de la République attend des travaux publics. Il faut reconnaître que le chantier en cours actuellement, Kissidougou-Guékédou, se passe dans les conditions telles que prévues dans les cahiers de charges. C'est l'entreprise française Sogea Satom qui exécute ces travaux. Ce méga projet est le fruit de la coopération entre la Guinée et l'Union européenne. À Cancan, les chantiers à réaliser pour les festivités du 2 octobre prochain sont effectivement lancés. Des chantiers qui poussent à l'image de la résidence du gouverneur de la région. C'est dans le cadre de la construction des nouvelles infrastructures que doit afficher le 57e anniversaire de l'indépendance nationale. Fodé Bangali Fofana. La construction de la résidence du gouverneur de la région, c'est l'un des chantiers ouverts ici dans le cadre de la réalisation des infrastructures marquant l'an 57 de l'indépendance de notre pays, fête prévue cette année dans la savane guinéenne. À 2 mois déjà de travaux, tel est le visage qu'affichent la plupart des chantiers. À ce jour, les travaux de ce chantier de construction de la résidence du gouverneur de la région sont estimés à 45% d'avancement. C'est l'entreprise Nafadiama Construction qui exécute les travaux sous la supervision de la mission de contrôle technique d'INA. Nous suivons, toutes les étapes sont soumises au bureau de contrôle qui accepte et qui ordonne l'exécution. Donc il ne peut pas avoir de raté. Tout ce qui doit être fait dans les règles de l'art, c'est ce qu'on exige à l'entreprise. Donc il ne peut pas avoir de vices cachés, parce qu'on travaille de terre, on suit toutes les opérations. À ce jour, on a tous les petits ouvrages, c'est-à-dire les petits bâtiments pavillonnaires sont déjà finis. Nous sommes au niveau crépissage. Le grand bâtiment R+1, dans les coulées, nous sommes sur l'élévation de l'étage. Exécuter ces travaux dans les règles de l'art et les terminer dans le délai contractuel, c'est le grand défi que toutes les entreprises engagées souhaitent relever. Pour moi, c'est un défi à relever, dans la mesure où j'ai eu un triple privilège. Le privilège d'avoir le marché avec l'État, le privilège d'avoir à construire la résidence du gouverneur qui est la personnalité de la région, et le privilège du fait que c'est dans mon chantier qu'il y a eu la pose de la première pierre de tous les chantiers de la région. Le financement, bien qu'assuré par le budget national de développement BND, ces travaux sont préfinancés au démarrage par toutes les entreprises engagées à hauteur de 50%.